donner une réponse, et voilà. Donc faire très très attention. Voilà, merci. Merci. Leïla, un cas sur le produit de contraste iodé, je crois, c'est ça? C'est elle qui a changé le titre. C'est un piège, hein, c'est pas... Ça correspond pas au titre. Alors, moi, je suis pas très douée avec tout ça. Alors, donc, moi, je voulais vous parler d'un cas clinique qui est certes beaucoup moins spectaculaire que ce qu'on a présenté avant, mais qui a quand même un certain intérêt, et on va le voir ensemble. En fait, c'est une patiente de 68 ans. On m'a appelée en urgence, c'est la famille qui m'a appelée en urgence pour aller la voir à l'hôpital où elle était hospitalisée. Qui a présenté, alors la fille m'appelle en me disant elle est toute rouge, elle n'arrête pas de se gratter depuis 48 heures, et puis ici ils disent que ça va passer, sauf que ça empire et que ça ne va pas du tout, donc on aimerait bien que vous veniez jeter un œil. Donc je me déplace, et pourquoi est-ce qu'elle était hospitalisée, cette dame? Parce qu'on lui avait fait une coronarographie 48 heures avant, et avec injection de produits de contraste iodé. La molécule, aucune idée. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas, que je n'avais pas de feuilles, j'avais strictement rien du tout. Et donc, elle présente une toxidermie médicamenteuse sous forme d'exanthème maculopapuleux très classique. Donc, moi, alors c'est ça qui est assez intéressant, c'est que pour moi, je voyais directement le responsable, en tout cas, je soupçonnais directement les produits de contraste iodé. Mais j'avais un jeune cathétériseur qui était là et qui, en fait, était un ami de la famille. C'est lui qui s'était occupé de la dame et qui me dit mais non, absolument pas, les produits de contraste iodé, c'est absolument pas ça. Et donc, je lui dis avec tout le respect que je vous dois, c'est quand même la première chose qu'on va incriminer. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas étendre notre bilan, mais enfin, les produits de contraste iodé, on doit les incriminer. Et donc là, s'ensuit un débat un petit peu houleux avec ce jeune cathétériseur, formé en Allemagne, et qui me dit non, moi je viens de rentrer d'Allemagne, je fais plus de 1000 actes par an, j'ai jamais vu ça, donc je ne comprends pas pourquoi vous incriminez les produits de contraste iodé. Je lui dis écoutez, c'est pas grave, de toute façon on fera les tests et on verra bien, on n'a pas besoin de s'énerver. Il était vraiment fâché, hein. Donc je prescris du Labixten, 2 comprimés le matin, 2 comprimés le soir, et puis je dis que si elle a encore des prurites très importants le soir, qu'elle n'arrive pas à dormir, parce que ça faisait déjà 2 nuits qu'elle ne dormait pas, on pouvait rajouter un peu de singulaire, un comprimé le soir avant de dormir. Et je rassure la famille en disant que ça devait se calmer assez rapidement et qu'on se revoyait pour refaire le point. Donc, elle revient me voir 6 semaines plus tard, et puis là, avec un petit mot du cathétériseur qui insiste sur ces molécules, et qui dit très bien, elle me ramène tout le sachet de médicaments. Donc elle prenait ah oui, parce qu'entre-temps, comme il était persuadé que c'était un des médicaments qu'elle prenait qui avait déclenché, il avait tout changé. D'accord ? Donc j'ai beau lui répéter que ça ne servait à rien de tout changer. Non, il était vraiment persuadé. Donc pas de souci, elle me ramène les anciens médicaments qui étaient pris, donc le Mobic, cardioaspirine, Nébylette, Vastarel, Plavix, paracétamol, codéine et caféine, et Eldenor. Plus, les produits sous le coude, c'est l'Ultravist et l'Omnipac, et là, je ne sais toujours pas qu'est-ce qui a été utilisé. Donc je me dis très bien, on va tester tout ça. Donc, on va tester les PCI, selon notre protocole classique. Donc, je fais les PCI en prick pur et en IDR à 1/10. Alors, vous pourriez peut-être vous poser la question, mais c'est quand même une réaction retardée. Pourquoi est-ce qu'on y va en prick pur ? Parce que dans les dernières recommandations, on sait que quand on fait une allergie retardée avec les produits de contraste iodé, on a plus de risques de faire par la suite une réaction immédiate. Donc, je prends quand même le soin de faire les 2 molécules en prick pur. Donc, et puis en IDR. Là, jusque-là, tout est négatif. Donc, vous voyez, c'est le dos de la patiente. IDR 10-1, Omnipac négatif, Ultravist négatif. Et puis là, je me dis, on va aller plus loin quand même. Je suis sûre de mon idée, mais on va aller jusqu'au bout parce que ce serait quand même pas mal d'apprendre à ce jeune cathétériseur qu'il faudrait peut-être qu'il s'inquiète un petit peu et qu'il sache qu'il n'y a pas que les médicaments classiques qui peuvent donner.
Donc là, je décide de faire les patch tests aux autres molécules, le Mobic, cardioaspirine, Nébylette, Vastarel, Plavix, paracétamol, Eldenor. Donc vous les voyez là, 1, 2, 3, toutes les molécules sont placées, toutes les molécules sont placées, elles sont patchées. Et je vais je vais patcher aussi, bien évidemment, bon, je le dirai après, je vais patcher aussi l'Omnipaque et l'Ultravist. Alors, la réaction des patch tests, donc je les lis à 72 heures. Donc vous voyez ma flèche en rouge. Donc tous les ronds, ce sont les anciennes molécules, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tout est négatif à 72 heures, il n'y a strictement rien du tout. Je patch à l'Omnipaque et l'Ultravist avec la solution que j'avais utilisée pour mes IDR, au 10-1. Et pareil, je fais la lecture à 72 heures. Et là, je me dis, waouh, c'est assez sympa. Regardez, j'ai l'Omnipaque. Alors, on ne le voit peut-être pas très très bien là, mais sachez que, en fait, quand je reçois la dame avant de décoller mon patch, mon eczéma débordait de mon patch. D'accord ? Donc, il est positif à 72 heures pour l'Omnipaque et l'Ultravist est négatif en patch. Mais je ne m'arrête pas là. Je vais aller quand même faire une lecture retardée des IDR aussi. Et là, surprise, mais en tout cas, je suis contente. Mon Omnipaque, vous voyez, il est bien positif en IDR à 72 heures. Donc en gros, c'est une chance aussi de pouvoir voir ces positivités parce qu'on ne les voit pas souvent non plus quand on fait les tests cutanés. Donc là, j'en ai profité, j'ai sauté sur mon téléphone pour prendre les photos en me disant ça, on ne voit pas souvent, donc on va garder. Et puis c'est génial, je vais pouvoir montrer des photos au cathétériseur. Donc il va me croire. Ça ne sera pas que ma parole. Donc, au total, quand on a testé en prick test et en IDR, on est bien d'accord, lecture immédiate, lecture retardée, et les patch tests à 72 heures. Alors, en immédiat, on n'a aucune réaction ni pour l'Omnipaque ni pour l'Ultravist. Par contre, en lecture retardée, j'ai l'Omnipaque qui est positif aussi bien au niveau des patch tests qu'au niveau de l'IDR, et l'Ultravist qui est négatif au niveau des deux. Et bien évidemment, toutes les autres molécules sont clairement négatives. Donc, en conclusion, la patiente est allergique à l'Omnipaque, l'Ultravist négatif en immédiat, en retardé. Donc, la petite phrase que m'avait appris mon chef de service, paix à son âme, c'est « Il n'y a pas de risque prévisible d'allergie à cette molécule ». Donc, pour l'Ultravist, et donc, c'est une allergie à l'Omnipaque avec une contre-indication à vie. Alors, pour la petite histoire, donc on ramène tout ça au cathétériseur, qui le voit, qui finit par accepter cette entité d'allergie aux produits de contraste iodé. Donc ça, c'est surtout pour dire que, écoutez, ça reste quand même, pour nous, ça paraît peut-être évident, qui pratiquons l'allergologie, mais pour les autres, ça ne l'est absolument pas. Et des fois, il faut batailler, et des fois, on s'arrache un peu les cheveux en disant, mais enfin, juste occupez-vous de votre spécialité, laissez-nous nous occuper de la nôtre et de vous apporter des réponses. Mais il y a des idées qui sont là, qui sont figés. Donc, il a été formé en Allemagne, donc on se dit qu'il a peut-être, je sais pas, qu'ils ont une formation un petit peu plus développée en allergologie. Eh bien non. Donc, c'est juste pour vous dire, des fois, il faut insister, il faut apporter des preuves pour que tout le monde sache un petit peu ce que l'allergologie peut apporter malgré leur certitude. Alors, je sais pas si j'ai encore un petit peu le temps pour faire un petit... Je voulais reprendre quelques notions. Des questions? On pose des questions? Oui, Dis-moi. S'il est positif à l'Omnipaque, ça ne veut pas dire qu'il est positif à tous les produits de contraste iodé. Non, justement. Donc j'y arrive. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de... Là, je vais y arriver dans mon topo. Le problème des produits de contraste iodé, c'est qu'il y a beaucoup d'allergies croisées. Et les allergies croisées sont à l'intérieur de la même famille et entre les familles. Donc c'est un vrai casse-tête, en fait. C'est un vrai casse-tête. Et il y a la task force, il y a 2 ans, qui nous a donné un arbre décisionnel où c'est assez clair, en fait, et je vais vous le donner. Donc, la classification, on a les produits de contraste iodé à haute osmolarité, basse osmolarité, iso-osmolarité.
Alors, classiquement, on a beaucoup moins, en tout cas, on a moins de réactions allergiques avec les produits de basse osmolarité, qu'ils soient ioniques ou ioniques. Bon, vous connaissez tous l'Hexabrix. On utilise beaucoup, celui-là, c'est un dimère qui est ionique, mais on utilise aussi beaucoup, là, en l'occurrence, là, on avait utilisé l'Ultravist et l'Omnipac qui sont non ioniques. Alors, je sais qu'en France, il y a beaucoup plus de choix de produits de contraste iodé. Au Maroc, on jongle avec 2-3, hein, et puis on n'en a pas beaucoup plus que ça, mais en tout cas, on essaie de faire avec ce qu'on a. L'épidémiologie, ce sont des réactions qui sont beaucoup plus fréquentes, comme je disais, pour les produits de contraste iodé ionique que pour les non ioniques. Le principal facteur de risque, c'est un antécédent de réaction à un produit de contraste iodé, et tout ce qui est facteur d'atopie ne joue pas de rôle spécifique parce que c'est très variable, donc on oublie ce facteur de risque-là. Les réactions immédiates sont beaucoup plus fréquentes que les réactions retardées, et dans les réactions immédiates, on verra qu'il y a beaucoup de réactions immédiates non allergiques en fait, hein, où tout le monde se trompe, mais c'est de l'histaminolibération non spécifique. Pour les réactions immédiates, on a entre le grade 2 et le grade 3, c'est à peu près les mêmes pourcentages. Et puis, pour les symptômes respiratoires, on va diminuer un petit peu plus, et on va diminuer les malaises aussi. Donc, les mécanismes, principalement 2 types de mécanismes. On a l'hypersensibilité immédiate, mais là, j'insiste lourdement. C'est immédiate allergique et immédiate non allergique. Et les non allergiques sont vraiment de loin peut-être les plus fréquentes. D'accord ? Et c'est de l'histaminolibération non spécifique. Et plus l'atteinte multiviscérale, plus l'accident sera grave, et plus vous aurez une fréquence de tests, en tout cas une possibilité d'avoir des tests cutanés positifs. Donc si on a une aphylaxie avec des signes de détresse, la positivité des tests va monter à 50%. Bon, le 100%, il me fait marrer, c'est un arrêt cardiaque, quoi. Donc voilà. L'hypersensibilité retardée, c'est essentiellement du type 4, mais on peut aussi avoir d'autres mécanismes immunologiques. Pour la valeur des tests, en fait, c'est comme tous les tests médicamenteux, il y a un délai imparti pour pouvoir réaliser les tests. Hein. Dans l'hypersensibilité immédiate, c'est entre 2 et 6 mois, donc les fameux 6 semaines. Hein. Maintenant, quand on a des réactions retardées qui sont non sévères, il ne faut pas dépasser les 6 mois. Et on va dépasser les 6 mois quand on sera dans des DRESS, des PEAG, donc des réactions très très graves. Là, il faut laisser plus de temps. Et la sensibilité, elle va être variable selon la gravité de la réaction, mais elle va aussi être variable en fonction, en fait, du temps dans lequel on a pratiqué ces tests. C'est-à-dire que plus vous vous éloignez du délai imparti, et moins il y aura de sensibilité au niveau des tests. Quant à la spécificité, elle est bonne. La valeur prédictive négative pour les hypersensibilités immédiates est bonne. Pour les retardées, elle est moins bonne. Alors, les tests de provocation. Donc oui, depuis quelques années déjà, les tests de provocation, c'est la tendance. En tout cas, c'est ce qu'on fait de façon beaucoup plus régulière maintenant. Nous, quand on a commencé l'allergo, n'est-ce pas, Nawel, on n'avait pas les tests de provocation de façon systématique. Alors là, le papier en fait de l'EACI en 2020. Alors il y avait une controverse en Europe jusqu'à récemment, mais en tout cas dans les papiers, c'est toujours pas clair pour l'Europe, d'accord ? Donc les Français auraient tendance à faire beaucoup plus de tests de provocation, mais toujours avec évaluer la balance bénéfice-risque dans un milieu sécurisé avec un anesthésiste à côté, des contre-indications qui sont assez claires. Maintenant, les Américains, eux, n'en parlent même pas dans leurs papiers. Tout simplement parce que vous savez que la pratique américaine de l'allergologie est très loin de notre pratique à nous, qu'ils ont nettement moins recours aux tests cutanés, que c'est nettement moins standardisé chez eux, et donc les tests de provocation encore moins. Et puis finalement, ils préfèrent passer à un autre produit et donner de l'adrénaline. Quant aux Japonais, ils sont un peu plus standardisés. J'ai été allée revoir hier un papier. Ils sont plus standardisés, ils ont plus la culture des tests cutanés et des tests de provocation. Ils en font moins que les Européens. Ceci dit, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que même avec des tests de provocation, malgré des tests négatifs, ils ont quand même eu des réactions sévères. Et puis alors après, éthiquement, je ne sais pas, est-ce qu'on va
quand même, je ne sais pas, prendre le risque de refaire un test faire un test de provocation, réinjecter un produit de contraste iodé alors qu'on n'en a pas forcément besoin, en sachant qu'on peut avoir des faux négatifs. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas ce que vous faites, mais moi, je ne suis pas... autant je fais des tests de provocation pour les autres molécules, en tout cas pour les antibiotiques sans problème, autant pour les tests pour les PCI, j'en ai pas fait. Alors la réactivité croisée, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Regardez, vous voyez mal dans les tableaux, mais en gros, dans le premier tableau, c'est la réactivité croisée lors de réactions d'hypersensibilité immédiate. Alors c'est vrai qu'on voit super mal. Par exemple, si on prend iodixanol avec iomoprol, vous avez 17,6% de réactivité croisée. Et là, on est dans une réaction d'hypersensibilité immédiate. Si on prend le même exemple dans une réaction d'hypersensibilité retardée, on passe à 50% de réaction croisée. Donc en gros, on fait beaucoup plus de réactivité croisée quand on a une réaction d'hypersensibilité retardée. Voilà. Et si on regarde d'un peu plus près le tableau, c'est là où je vous disais tout à l'heure, c'est un peu un enfer parce que, pour te répondre, Najib, c'est là où je disais que ça croise à l'intérieur d'une même famille et ça croise entre les familles. Donc c'est une vraie galère en fait. Voilà. Bon, ça reprend un petit peu la même chose. Alors voilà, le fameux arbre décisionnel qu'on va... je crois que vous ne voyez pas grand-chose, non ? Non. Ok, bon. Alors, je vais essayer d'être la plus claire possible. Là, en haut, donc, on peut pas avoir quelque chose de plus net. Faïn ? Tu peux faire quelque chose, professeur Fay, sinon. On n'a pas la... C'est mieux ? Donc là, tu ne mets pas un diaporama, sinon ça va revenir. Voilà, et tu bouges avec la... Je bouge. Tu bouges comme ça. Ah, ok. Ça fait d'accord. Ok. Ça va ? On voit un peu mieux ? Non, si je mets en diaporama, ça va revenir petit. Ça va revenir. هذا je peux pas y Ça va revenir en petit. Voilà. Donc je suis obligée de laisser comme ça. Ouais, ça fait. Okay. Alors, allez, j'essaye. Donc là, en gros, on a des symptômes cliniques, d'accord ? Ces symptômes cliniques, soit, alors d'une part, on a des signes qui sont des signes de réaction localisée, sans symptômes de risque plus important d'anaphylaxie. Alors c'est de l'urticaire avec ou sans angioœdème. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, on peut avoir donc une réaction systémique avec de l'anaphylaxie, avec tout ce qu'on connaît de l'anaphylaxie, une chute de la pression, de la tension artérielle, la tachycardie, le bronchospasme, la perte de connaissance, etc. Et on se pose donc toujours deux questions. Est-ce qu'on a besoin de façon urgente d'un produit de contraste iodé ou non, dans les deux situations ? Très bien. Si on n'en a pas besoin de façon urgente, et c'est là où je descends, eh bien, on arrive en bas et on va tester, dans notre délai de 6 semaines, nos produits de contraste iodé en PRIC et en IDR. D'accord ? Super. On passe à la suivante. Non. C'est bon ? Ça fait ? Ouais. Alors, là, on va tester. On va tester en PRIC, en IDR. Alors, soit on a un test qui est négatif. Alors, on suit bien. Le test est négatif. Donc, soit il est négatif et à ce moment-là, on dit que ce n'est pas une allergie, donc non-allergique ICM hypersensitivité. D'accord ? Donc, c'est vraiment un vrai négatif. Soit, en fait, ce n'est pas du tout un vrai négatif, c'est un faux négatif parce qu'on a quand même une allergie au produit. Donc, ce n'est pas exclu. Si maintenant le test est positif, eh bien à ce moment-là, c'est une allergie immédiate. OK ? On continue.
Maintenant, autre cas de figure. Donc, on a testé, on a d'un côté le négatif, d'un côté le positif, et puis on va décider de faire un test de provocation. Le test de provocation qui va être fait sur des tests négatifs. Donc on a des prick tests et des IDR négatifs. On décide de faire le test de provocation. Si le test de provocation est négatif, là, ils excluent l'allergie aux produits de contraste iodé. OK. Si maintenant le test est positif, eh bien on peut aller vers deux choses. Soit c'est une hypersensibilité immédiate vraie, soit c'est une histaminolibération. C'est une hypersensibilité non allergique. On reprend l'autre cas de figure. On a des signes cliniques qui sont relativement simples, donc uniquement... Vous voyez rien. Voilà, une réaction cutanée isolée, sans signe d'anaphylaxie, urticarienne avec ou sans angioëdème. Là, on a besoin d'un produit de contraste iodé de façon urgente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on peut administrer le produit de contraste iodé. Si maintenant, après prémédication, alors dans la prémédication, c'est corticoïdes antihistaminiques, que là, les radiologues connaissent bien. Et si maintenant on connaît le produit de contraste iodé qui est responsable, eh ben donc on va passer à un autre produit de contraste iodé, une alternative avec une prémédication toujours. Donc là, en fait, je reprends vraiment les dernières recommandations de la task force. Alors, là, je passe à l'autre cas de figure. On a des signes cliniques, une réaction allergique qui est anaphylactique avec chute de tension artérielle, tachycardie, perte de connaissance, etc., bronchospasme. On a besoin de façon urgente d'un produit de contraste iodé. Alors, si on peut s'en passer, on va faire juste une IRM sans injection ou un scanner sans injection, d'accord? Si maintenant on a absolument besoin du produit de contraste iodé, eh bien, on va administrer le produit de contraste iodé, mais on va se coller on va demander à l'anesthésiste de rester collé à nous. Et ils font une prémédication et ils demandent à l'anesthésiste de rester collé, donc on ne va pas le chercher, on le laisse avec nous dans la pièce pendant qu'ils font l'acte. Et si le coupable est connu, ben on va chercher une alternative, toujours avec la prémédication et l'anesthésiste à côté. Alors, ok, super, mais tout ça, c'est quand même compliqué. Je pense qu'ils doivent avoir une lourde tâche parce que, encore une fois, comme ça croise dans tous les sens, comme ça, pour choisir le produit de contraste iodé, je pense que, voilà, je crois que l'anesthésiste et le radiologue doivent passer un sale quart d'heure. Je vous remercie de votre attention. Merci, Leïla. Oui. Non, ils n'ont pas de valeur dans le... Ils n'ont pas de... Dans l'allergie médicamenteuse, en général, on a vu que les IgE spécifiques n'avaient pas beaucoup de valeur. Peut-être pour les curares, ils en ont, mais un peu pour les antibiotiques et encore, mais pour ça, il n'y en a pas. Ils n'ont aucun intérêt. Et le test cutané est fiable à 100% Non, on a parlé de sensibilité, spécificité. Je pense que 100%, on ne trouve jamais, mais les valeurs prédictives ne sont pas mauvaises. Ouais. J'aimerais vous demander quelle est la valeur de la prémédication pour prévenir des autres choses que des réactions cutanées isolées. Alors, à vrai dire, ça n'a pas une grande valeur. Et je pense que cette attitude, elle est gardée pour se rassurer un petit peu, mais on est bien d'accord que c'est pas un comprimé d'antihistaminique, même deux, même la boîte d'antihistaminique ou la corticothérapie qui va éviter un choc anaphylactique. Donc c'est quelque chose qu'ils ont laissé dans leur topo, mais on est bien d'accord de vous à moi que... Je sais pas, c'est fait à mon avis plus pour rassurer, dire qu'on a donné une prémédication. On m'a déjà appelé en me disant oui, voilà, on sait que le patient a déjà fait une réaction avec un PCI, on va juste donner une prémédication et y aller. Je leur dis écoutez, moi à votre place, je le ferai pas, je prendrai quand même le temps de tester, on peut le faire. Maintenant, si vous le faites, c'est pas moi qui vous ai autorisé parce que je peux pas vous garantir qu'avec une prémédication, il se passera rien. On est complètement d'accord, complètement d'accord. Merci. Merci. Très bien. Oui, non, ils l'ont mis, mais bon,
Oui, non, c'est un danger en fait que d'y aller en disant j'ai prémédiqué et tout ira bien. On est d'accord. Merci Laïla, merci pour les questions.